Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce conseil municipal qui a été déporté dans cette salle parce que, comme vous le savez, des travaux importants qui ont beaucoup trait à l'environnement, à l'économie d'énergie et à la transition écologique et énergétique sont actuellement en cours à l'hôtel de ville pour encore quelques mois. Donc ces conseils municipaux jusqu'à la fin jusqu'à cet été se feront dans cette salle. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. En cette journée de 8 mars, journée internationale des droits des femmes, je ne peux pas ne pas vous honorer, mesdames, à la fois pour vos combats, pour votre implication dans la vie publique et tout ce qui est, et puis tout le reste, bien entendu, comme les hommes. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Nous allons donc commencer par les démarches, on va dire, plutôt administratives, avec les pouvoirs. Il y a quelques absents aujourd'hui. On a Sylvia Saint-Jean qui est absente, qui a donné un pouvoir à Hélène Var, Oscar Kizilda qui a donné un pouvoir à Robert Fall, et Thierry Soumaoro qui a donné un pouvoir à Marcel Turchuli. Voilà, c'est pour les derniers... Pardon ? Il a dit. Oui. Si, j'ai donné, j'avais commencé par celui-là. Voilà. Voilà. Ah, vous voulez que je reprononce encore un nom de femme à cette journée importante? Vous avez réussi. Bravo, merci. Voilà, donc pour la particularité des pouvoirs. Au niveau du secrétariat, on avait dit qu'on allait descendre dans l'ordre du tableau. Donc aujourd'hui, on va proposer un secrétaire, Valérie Salès. Voilà. Si vous êtes d'accord, je mets au voix, pas de désaccord, voilà, comme on avait dit, on va faire au fur et à mesure dans l'ordre du tableau pour ceux qui n'ont pas été encore secrétaires. Voilà, on va rentrer directement dans l'ordre du jour du conseil municipal avec, pour commencer, comme il se doit, les arrêtés ou décisions du maire qui ont été prises par délégation du conseil municipal depuis le dernier conseil qui avait eu lieu en décembre. Voilà, donc je ne vais pas toutes les citer parce qu'on est sur des... Alors ceux-là, oui, je vais les citer, par contre, dans les décisions, ce sont les autres, les arrêtés que je ne citerai pas, je vous dirai pourquoi. On a donc une convention de formation pour de l'entraînement de bâton de défense avec la société Fouratsec. On a une convention de formation d'entraînement gazeuse guide avec la société Fouratsec aussi. On a un contrat de maintenance pour les TBI de l'école maternelle avec la société Icône. On a un contrat de maintenance du matériel incendie avec la société Conseil en sécurité. On a un contrat de vérification des installations techniques avec la société APAV. On a des travaux de rénovation à l'école maternelle, peinture faux plafond. C'est pareil, c'est une décision. Un contrat en évasion, maintenance logicielle accès Calanque. Une rénovation hôtel de ville avec le lot 4, chauffage SNEF. Même chose avec le lot 5 qui concerne l'électricité à la SNEF aussi. Et le lot 8 à la SNEF aussi. Voilà pour les décisions depuis le dernier conseil municipal. En ce qui concerne les arrêtés, on a toute une liste d'arrêtés qui sont souvent des autorisations qui sont données à des entreprises pour intervenir sur le domaine public, avec donc l'autorisation d'interdire le stationnement. Des métropolitaines, chaque fois aussi de notre obligation de faire mention de tout ce qui s'est passé depuis le dernier conseil au niveau métropolitain. L'extrait du procès verbal du 15 décembre 2022, c'est lui qui nous dit ce qui concerne notre commune. On a une délibération en matière de patrimoine bâti au niveau de l'éclairage public. Il s'agit de l'approbation de l'avenant numéro 4 à la convention de gestion pour l'éclairage public de la commune, la Redonne. C'est pas le premier, puisque c'est le quatrième. On est habitué, tant qu'on n'aura pas collecté, mais on s'y approche tous les jours. Les politiques diraient tous les jours on s'y approche d'un jour, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier. On ne va pas tarder à collecter avec la métropole sur cette compétence d'éclairage public. On en reparlera. Je pense que ça pourrait être, je ne m'engage pas, mais ça pourrait être le dernier avenant sur ce sujet.
Ensuite, on a en matière de transition écologique et énergétique, là aussi, cycle de l'eau, mer et littoral. Un rapport, ce rapport, il est lié à l'assainissement. Il s'agit en fait d'une création de programme qui a été votée en conseil métropolitain pour l'affectation d'une opération d'investissement relative à l'augmentation de la capacité nominale de filtration de la station d'épuration d'Ansuez-la-Redonne. Quand la station a été créée et mise en place en 2009, elle a été faite pour une capacité et il était prévu, comme dans beaucoup d'éléments techniques d'autres technicités, de pouvoir rajouter au fur et à mesure, quand c'est nécessaire, un petit peu des éléments supplémentaires pour augmenter la capacité, c'est le cas. Juste pour la petite information, mais bon, on l'avait communiqué dessus, c'est quand même un montant de 700 000 € pour faire face à la préparation de cette affectation pour l'augmentation de la capacité. Voilà pour les délibérations métropolitaines. On va passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 8 décembre 2022. Vous l'avez eu. Y a-t-il des observations particulières? S'il n'y en a pas, je me le vois. Donc on est bien sur une approbation. Qui est pour approuver? À l'unanimité, merci. Donc on va passer à l'ordre du jour proprement dit du conseil municipal avec en premier lieu un rapport qui est sur les marchés publics avec une convention qui s'appelle la convention Run Your Town. Couvrez votre ville ou couvre ta ville. Et on va donner la parole à Valérie Salès. Bonsoir mes chers collègues, bonsoir Marine. C'est pas grave, on vient de commencer. Donc cette année est une année spéciale à Ansuez-la-Redonne puisque c'est les 90 ans de la commune, les 20 ans de la bibliothèque et les 10 ans du complexe Marcel Sibilla. Pour cela et pour fêter cela, nous avons organisé divers événements, une quinzaine d'événements nouveaux sur la commune et notamment la course Run Your Town. Donc c'est une course d'obstacles ludique et familiale. C'est une course qui fait entre 6 et 7 km. Elle partira du boulodrome, elle fera une boucle et elle reviendra au boulodrome avec un festival et de la musique. Voilà, c'est une course pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors Madame Potier, on va donner priorité à cette journée. Où nous allons fêter les 90 ans de la commune est une très bonne idée et je te remercie Valérie d'avoir concrétisé ce projet avec toute l'équipe des élus. C'est d'ailleurs un événement que nous avions prévu de créer dans notre projet 2020-2026. Donc je cite, on avait noté « Des actions nouvelles verront le jour, une grande course d'obstacles dans les collines et dans le village en partenariat avec les associations. Ce qui m'enchante moins, c'est que l'on confie sans concurrence l'organisation à l'association Run Your Town pour un coût global de 36 500 €. Vous entendez bien, 36 500 €, sans compter les options que l'on pourrait prendre, comme le car podium pour 4 000 € ou le film par drone pour 1 200 €. À ce montant-là, il faudra rajouter l'impact financier indirect et non négligeable de la logistique avec la mise à disposition des services techniques, la PM, le comité feu, des agents de sécurité et même les pompiers. Je ne vois rien sur ce chiffrage, est-ce que vous l'avez chiffré? Il faudra aussi trouver des bénévoles pour participer au bon déroulement de la course et pour tenir la buvette. Il nous sera donc facturé pour cette course la marque franchise Run Your Town et les agrès nécessaires et la mise en place de ces agrès. Le président de cette association, M. Bernard Rateau, qui je le rappelle est l'animateur de nos soirées de Nice depuis plusieurs années, ne va pas avec le dos de la cuillère. J'ai bien compris aussi que cette association déduira les éventuels dons des mécènes à cette somme de 36 500 €. Tu nous demandes donc ce soir, Valérie, de valider un chèque en blanc à cette association avec tous les aléas de recettes que cela pourra comporter. Ce qui n'est pas du tout acceptable pour moi, c'est que nous allons demander aux familles de mettre la main au portefeuille pour s'inscrire à cette belle journée populaire dans le cadre des festivités des 90 ans qui se veut familiale. Alors par exemple, pour une famille de 4 enfants qui décide de s'inscrire le matin, ça sera 22 € par personne, donc 88 €
pour courir ces quelques kilomètres. J'ai bien compris aussi qu'une partie des gains générés sera reversée, donc générés par les inscriptions, sera reversée à une association de la commune, mais dans la convention, je n'ai pas vu combien de pourcentage reviendra à l'association. J'ai bien peur que ce coût prohibitif soit un frein pour beaucoup et que le résultat escompté de la grande fête populaire soit gâché par ce côté mercantile. Pour ces raisons, je te demande de retirer cette délibération afin que tu puisses affiner le projet et nous le représenter un peu plus tard. Dans le cas contraire, je voterai contre cette délibération. Merci. Qu'est-ce qui vous fait dire que le projet n'est pas affiné? Premièrement, les options ne seront pas prises, parce que nous avons trouvé déjà des options gratuitement, on nous les prête des villes voisines. Le coût de 36 500 € sera baissé, puisque nous avons trouvé déjà de nombreux partenaires, mais on ne pourra en parler qu'après la signature de la convention. Donc le coût ne sera pas de 36 500 €, mais il sera bien plus bas, et vous le saurez. Vous aurez la liste, Fred. Ensuite, la logistique, elle est déjà chiffrée. On l'a déjà prévu. Dans la 15e événement, il y aura 17 événements en tout d'organiser sur la commune pour tous ces anniversaires. Ils seront tous gratuits. Tous. Les 16 événements, ce sera le seul événement payant pour les jeunes en Suisse. Le seul. Et pour en avoir parlé avec le monde de la commune, les jeunes, les jeunes, tout ça, tout le monde est pour. Parce que c'est un grand événement. Si vous avez l'opportunité, ou si vous avez eu l'opportunité de faire cette course ou une autre course sur une autre ville, c'est juste un événement incroyable. Vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire entre amis, et c'est vraiment, vraiment un bon moment. Bernard Rateau est le père de Clément Rateau. Comme mon père s'appelle Monsieur Salès, je suis Valérie Salès, ça c'est vrai. Mais là, ça n'a aucun rapport. Le fils a une association, il organise 2 courses qui sont déjà menées sur Vitrolles et sur Salon. Il organisera en Suisse. Cette course de montagne n'a pas besoin de concurrence parce que c'est la seule qui est organisée et c'est la seule qui porte ce nom-là. C'est pour ça que nous avons choisi celle-ci. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas celle-là. C'est celle-là qui sera organisée en Suisse. Ensuite, donc le médecin, j'y ai répondu. Les tarifs, il y aura plusieurs tarifs. Vous avez cité le tarif du jour J, mais avant, il sera moins cher. Ce ne sera pas 22 €. Et ensuite, il y aura des tarifs par association. Et les associations ont déjà prévu de faire des teams, parce que je les ai déjà rencontrés. Voilà. Et la recette qui sera délivrée pour une association caritative, elle sera de 30%. 30% de la recette sera pour une association caritative. Ou 2 associations caritatives. Madame Potier. Merci. Oups. Bonsoir. Alors, moi j'avais plusieurs questions aussi, Valérie. D'abord, là c'est une question plutôt à Monsieur Alarcon. Pourquoi on ne l'a pas vu en commission finance, puisqu'on parle de montant, de chiffres? Pourquoi cette délibération n'a pas été présentée en commission finance? Du coup, on ne se sera pas apposé vu l'avis de la commission finance. Je suis un peu étonnée. D'accord. Alors moi, pour avoir un peu regardé justement à Salon et à Vitrolles, je voudrais d'abord savoir qui a négocié le contrat ici en mairie pour ce jour J. Qui a négocié le contrat? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Vitrolles, je suis tombée sur un arrêté pour la course du mois de septembre 2022. Et par exemple, l'association prend en charge toutes les responsabilités civiles. Et c'est ce qu'a demandé la mairie de Vitrolles. Nous, visiblement, les frais sont partagés pour les deux. À Salon de Provence, pour la course qui a eu lieu en septembre aussi 2022, l'association demandait 10 000 €. En fait, il y a eu 10 000 € de subvention pour organiser cette course. Donc, on est loin des 36 500 €. Ensuite, je voulais, donc comme mon collègue Frédéric Counagnan, je voulais estimer effectivement le coût total avec la prise en compte des moyens techniques et financiers. Après, je voulais savoir si c'était exclusivement pour les gens de notre commune ou si c'était ouvert à tout le monde, puisqu'on parle des 90 ans de la commune. Alors, je ne sais pas que je ne veux pas qu'il y ait d'autres personnes, mais il faut savoir que ces courses-là, notamment sur Vitrolles et Salon de Provence, ça ramène 3 à 4 000 personnes sur la commune. Donc, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui, nous, dans le village, à avoir autant de monde qui viendrait sur cette manifestation ?
Ensuite, donc oui, tu m'as répondu sur il y aura 17, c'est ça, 17 manifestations. 17 manifestations, 16 17 événements. Ouais, 17 événements. Est-ce qu'on a le coût global chiffré de toutes ces manifestations? Et est-ce qu'il y aura d'autres manifestations? Pour en avoir parlé autour de moi aussi, il y a des personnes qui se demandent s'il va y avoir des manifestations organisées pour les personnes âgées notamment. Parce que bon, la course Roubaix-Nyon-Tente, je ne pense pas que les personnes âgées puissent, alors à moins que ce soit très actifs et qu'ils puissent courir 7 km. Est-ce qu'on aura des manifestations organisées pour les personnes âgées qui sont quand même l'âme du village, donc des 90 ans du village? Voilà, merci. Alors, je ne vais pas rentrer dans le chiffrage, dans la façon de faire de Vitrolles et de Salon parce que je n'y suis pas intéressée. J'ai travaillé avec eux directement et c'est comme ça que ça fonctionne dans les 3 mairies. Donc, la municipalité remet une subvention à l'association et les mécènes payent. Tous les événements qui seront organisés seront ouverts à tout le monde et pas seulement aux habitants de Suez-la-Redonne. C'est vrai que les personnes âgées ne pourront pas faire cette course, mais ils seront bénévoles. Il y en a plein qui me l'ont déjà confirmé. Donc ils participeront à la fête. Parce que la fête, c'est faire la course, mais c'est aussi après la course. Parce qu'il y aura à boire, à manger, il y aura de la musique. Voilà. Et ensuite, voilà. Je crois avoir répondu à vos questions. Sinon, le contrat se fait avec les élus, mais surtout avec les services. Et j'en profite pour les remercier de leur travail. Alors sur le fait que ça ne soit pas passé en commission finance, c'est un choix qu'on aurait pu effectivement la passer. C'est un choix qu'on a fait, mais on aurait pu effectivement la passer en commission finance. Après, laissez-moi finir s'il vous plaît. Après, vous avez la convocation, etc. Les questions, mais voilà, c'est l'occasion d'échanger sur ce sujet. Après, je vais vous répondre, je crois, et je vais répondre en même temps à Frédéric sur le fait que ça ne soit pas mis en concurrence. C'est une prestation qui est brevetée. Et il n'est pas nécessaire de mettre en concurrence ce genre de prestation, la prestation qu'on propose via l'association. Voilà. Je réponds à Fred du coup en même temps. Voilà. Et voilà pour les 2 points. Et après sur le montage financier, le montage de cette convention, bien entendu qu'il est validé par les directions des finances publiques sur comment on s'organise. Et pour compléter ce qu'a dit Valérie, les 36 000 € qui sont le montant maximal à charge de la commune, hors participation de mécènes, des entreprises, de sponsors, mais ces sponsors-là sponsoriseront directement l'association. Ces participations seront directement au profit de l'association et l'association viendra déduire le coût de cette manifestation-là. Voilà. Et de façon macro, sur les 90 ans de la commune, bien entendu qu'on a chiffré, c'est une charge exceptionnelle. D'ailleurs, on va l'aborder par la suite, on l'a vu dans l'Europe quand on a échangé en commission. C'est une charge exceptionnelle qui va peser, qui est budgétisée, mais c'est aussi une volonté forte politique pour nous de célébrer ces divers anniversaires. Et le global des 90 ans de la commune, plus les 20 ans de la bibliothèque et 10 ans du cadran, il est pour l'instant, parce qu'on est encore en chiffrage, etc., donc avec des pincettes à prendre ce montant, mais en toute transparence, je vous le communique, on est aux alentours de 70 000 €, globalement les anniversaires les 3 anniversaires cités précédemment. Voilà, en espérant avoir répondu à vos questions. Le micro, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Vous allez organiser des manifestations autour des 90 ans? Plus que pour les personnes âgées, en fait, on a un projet, une action intergénérationnelle sur ta vie sur la commune. Donc on va lancer dans pas longtemps une contribution à tous les habitants d'Ansuez, que ce soit qu'ils aient 90 ans, 85 ans, 70 ans ou 10 ans, de façon à ce qu'ils nous racontent un morceau de leur vie, un événement, une émotion, quelque chose qui s'est passé en lien avec la commune.
Ensuite, donc, on va lancer cette contribution au prochain empreinte et on va la diffuser. On se donne 2 mois pour récupérer des textes. Et on va demander dans cette contribution si les personnes veulent les raconter eux-mêmes ou s'ils confient juste le texte. Après, on va faire une sélection et on va créer une histoire où on va associer les personnes âgées, les personnes moins âgées, les associations, voilà. On compte faire un spectacle qui va se dérouler le 24 novembre. C'est un des événements, hein. Il y en aura d'autres pour C'était les seniors un des aussi. Pas sous forme de vidéo, du coup. On pourrait... Ah, pardon. C'est pas du tout une vidéo, non, c'est un spectacle vivant avec des personnes. On va associer les associations musicales, les associations de théâtre, les associations de danse. Donc ce sera un spectacle vivant. Vous avez réuni... parce que, enfin, moi, il me semblait qu'en fait, enfin, ce qui aurait été bien, c'est que l'année dernière, puisqu'on sait depuis quand même un moment que ça va être en 2023 les 90 ans de la commune, est-ce qu'on n'aurait pas pu réunir toutes les associations locales en leur demandant, l'année dernière, en leur demandant de contribuer ou d'organiser une manifestation tous ensemble sur un thème sur les 90 ans justement, parce que ça aurait pu être une idée. Et qui a choisi toutes ces manifestations? Est-ce que vous avez créé une commission extra-municipale dessus? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous, enfin, je sais pas, parce que bon, nous on n'y était pas bien sûr l'opposition, mais est-ce que vous avez choisi vous-même? Est-ce que vous avez pris quelques associations de la commune pour discuter avec eux? Alors chaque délégation a travaillé avec ses équipes et après nous avons rencontré tout le monde. C'est-à-dire nous avons rencontré les écoles, il y aura des événements avec les écoles, il y aura des événements avec le centre de loisirs, il y aura des événements avec les associations, il y aura des événements avec le CCAS, le foyer rural, on a rencontré tous les pompiers, il y aura des événements avec les pompiers, il y aura tout un tas de choses. On a rencontré, oui. Vous avez rencontré que les associations culturelles, pas les autres associations, par exemple de gym. Non, on n'a pas sollicité, on va les solliciter parce qu'on va avoir une réunion d'ici le début avril avec les associations pour ce sujet, surtout pour qu'ils viennent abonder et nous aider avec des bénévoles pour encadrer tout ce qui va se faire. Et en même temps, on a aussi un projet. Il vous a pas échappé que l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques. Et donc, on sollicitera aussi beaucoup les associations pour les Jeux Olympiques. Donc, je pense que là, c'est au niveau culturel et au niveau social que ça va se jouer. Au niveau associatif, ils vont participer en tant qu'habitants de la commune, quoi. Je veux dire, on les sollicitera parce qu'on aura besoin de soutien et d'aide humaine, quoi. Mais après, on va en parler début avril, quoi. Je pense qu'on aura une réunion avec les associations et on fera le point sur tous ces trucs-là, parce que c'est pas tout. Il y a déjà un petit projet, mais il n'est pas affiné, il n'est pas terminé, puisque la finalité, c'est qu'il y aura un document où il y aura toutes les manifestations, et à ce moment-là, on aura tous les tenants et les aboutissants de tout ce qui va se passer durant toute l'année. Voilà, merci. Monsieur Raffier, pardon, Valérie, tu avais quelque chose à rajouter? Bonsoir. Donc moi juste, je ne vais pas revenir sur tous les points que j'avais évoqués en commission, et notamment tu avais répondu à beaucoup de questions, Valérie, donc je ne vais pas revenir là-dessus, ça a déjà été évoqué, le prix, tout ça. Mais je vais juste signaler que je vais m'abstenir sur cette délibération. Juste, il y avait le point notamment sur la partie qui est reversée à une association caritative. Je l'avais soulevé lundi en commission et je trouve dommage que le montant des 30% ne soit pas dans cette convention. Merci. Oui, c'est bien 30%. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai encore il y a une randonnée qui va être faite et qui n'a jamais été faite aussi sur la commune. Et vous allez marcher, puis il y aura la musique, il y aura une association de danse, il y aura une association musicale, les associations vont beaucoup participer. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Nous pouvons voter si vous n'avez pas de questions. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
Merci. Merci. Alors on va passer, vous voyez, c'était comme tout rapport, un rapport important. Et moi, je peux me permettre, même si on a voté et qu'on a bouclé derrière, dans la convention, vous avez des réponses aussi à vos questions, notamment sur le reversement des financements et des recettes qu'aura l'association. La manifestation, voilà. Et toutes les actions, elles sont nombreuses, variées, et d'autres peuvent se rajouter au fil du temps. Et je crois que voilà, ça va être un bel événement, et on sera tous contents d'avoir ainsi célébré les 90 ans de façon intergénérationnelle sur notre commune. On va passer au deuxième rapport de ce conseil. Il s'agit du rapport d'orientation budgétaire 2023, et on va laisser la parole à Sébastien Alarcon, qui a déjà beaucoup expliqué pour ceux qui ont pu participer à la réunion publique de présentation, qui avait déjà beaucoup expliqué pas mal de choses et qui a pu répondre aux questions qui auraient pu être posées. Voilà. Allez, Sébastien. Et bonsoir à tous. Dans ce rapport d'orientation budgétaire, je vais vous épargner la partie macroéconomique que tout le monde subit au quotidien, qu'on peut subir au quotidien dans notre vie. Donc, je vous amène directement à la page 8 du rapport. Donc c'est le deuxième, on va dire, grand axe, c'est les orientations de la commune pour 2023. Et je vais tâcher d'être assez clair dans mon énoncé. Après les années de crise 2020 et 2021, la commune est confrontée depuis 2022 à une forte inflation de tous les produits marchands. Toutefois, cette année encore, grâce aux efforts soutenus de gestion dont nous faisons preuve depuis plusieurs années, nous avons su préserver notre bonne santé financière. Les résultats de clôture et la qualité des services publics sont aussi performants que les années précédentes, alors même que nous sommes confrontés à une hausse généralisée des coûts des matériaux, des coûts énergétiques et alimentaires. L'année 2023 ne voit pas d'amélioration, au contraire, les coûts énergétiques notamment continuent leur envolée. La flambée et la volatilité des prix des produits et matériaux nous obligent à réactualiser les prix de tous les marchés de fournitures, prestations et travaux que nous passons, complexifiant ainsi la maîtrise budgétaire de nos dépenses de fonctionnement et d'investissement. Le jeu de transfert de compétences entre la métropole et les communes membres est également source de nombreuses fluctuations et donc d'incertitudes dans les hypothèses budgétaires projetées en 2023. En effet, en application des dispositifs issus de la loi numéro 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, donc c'est la loi 3DS dont on parle, il a été opéré 5 ans après le premier transfert, une restitution automatique de diverses compétences dont le service de défense extérieure contre les incendies pour lesquels la commune d'Ansuès-la Redonne est concernée. Donc c'est tout ce qui est poteau d'incendie. D'autres compétences ont été assujetties à la définition de l'intérêt métropolitain et un travail de concertation a été initié fin décembre pour aboutir à un vote au Conseil métropolitain de janvier 2023. La métropole conserve pour l'instant la compétence en matière d'éclairage public. Le mode de fonctionnement s'articule depuis 2019 avec une convention de gestion entre la métropole et la commune qui pourrait être complétée à l'avenir d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour tous les investissements. Un travail d'évaluation des charges transférées par la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT, doit être mis en œuvre au niveau de la métropole pour envisager un transfert de compétences en la matière. Pour autant, l'année 2023 est une année particulière pour la commune qui entend célébrer divers événements malgré le contexte difficile. C'est pourquoi, cette année, les orientations budgétaires devront répondre à un défi supplémentaire en plus de ceux qui sont à relever chaque année depuis 3 ans. Faire face à la poursuite de la flambée des coûts de l'énergie. Après une augmentation sans précédent en 2022, électricité, gaz et essence, la commune subira une nouvelle augmentation d'ampleur équivalente pour 2023. Il lui faudra donc poursuivre sa maîtrise des postes énergivores et rationaliser le fonctionnement des infrastructures. Pour rappel, une collectivité n'a pas de bouclier tarifaire comme on peut l'avoir, nous, particuliers, avec nos factures d'électricité. Le second point, veiller à l'avancée des transferts de charges liés à l'intercommunalité dans le cadre de la loi 3DS.
Maintenir un niveau de dépenses de fonctionnement en cohérence avec le service public de qualité et en fonction de l'évolution de la population et de ses attentes. Organiser des événements festifs à l'intention de la population autour d'événements particuliers pour cette année. Optimiser nos recettes tant au niveau fiscal qu'au niveau des services, tout en préservant les publics les plus fragiles. Ce sera le cas cette année avec les premières retombées d'une nouvelle recette fiscale conséquente. Accentuer nos demandes de subventions aux dispositifs dédiés en ciblant les thématiques les mieux aidées. Poursuivre et adapter notre programme d'investissement en redéfinissant éventuellement les projets et leurs priorités au regard d'une période forte en inflation qui fait suite à une crise sanitaire. Et enfin, maintenir nos marges de manœuvre budgétaires et poursuivre notre action de désendettement. Cette année encore, la commune sera durement touchée par la flambée des prix de l'énergie, que ce soit l'électricité, le gaz ou le carburant. Malgré l'amortisseur électricité mis en place par le gouvernement, l'augmentation moyenne des prix est estimée à 50% en 2023. À titre d'information, la partie électricité, c'est plus de 220 000 €, comme on l'a présenté en réunion publique la semaine dernière. Ils viennent se cumuler à l'augmentation moyenne de 76% déjà subie en 2022. Dans ce contexte et en fonction de nos orientations politiques, de politique environnementale, la commune a mis en place une extinction nocturne de l'éclairage public dans plusieurs zones. Quant au carburant, après une accalmie cet automne, les prix repartent à la hausse. Aussi, dans ces projets d'investissement pour 2023, il est prévu l'achat de 2 véhicules électriques. On parle ici du véhicule de la police municipale et celui du CCAS. Pour ce qui est du gaz, il est prévu ce printemps la renégociation du contrat d'alimentation de notre complexe sportif. En outre, cette année, 2 événements conjoncturels d'importance vont mobiliser des ressources supplémentaires. C'est en effet une année particulière marquée par plusieurs dates d'anniversaire, celle des 90 ans de la commune, les 10 ans du cadran et du complexe, donc complexe Marcel Sibilla, et les 20 ans de la médiathèque Elisabeth Badinter. La commune proposera diverses réjouissances et manifestations autour de ces thématiques. Autre particularité cette année, les travaux de rénovation énergétique de l'hôtel de ville nécessitent le transfert complet des services. La remise en état des locaux communaux et la location de modulaires destinés à les accueillir, ainsi que les frais de déménagement et de logistique inhérents, pèseront lourdement sur les charges de la commune. Chaque année, une part importante du budget sera consacrée au développement du service public performant en multipliant notamment les actions en faveur de la sauvegarde de l'environnement et de la transition écologique, en soutenant les associations locales. Des charges courantes et des dépenses d'entretien d'infrastructures qui va augmenter de plus 19% par rapport au budget voté en 2022. Contenir l'évolution de la masse salariale à hauteur de plus 2%, y compris le GVT, le glissement vieillesse technicité, donc l'ancienneté, c'est les agents de la fonction publique. Réduire les autres charges courantes d'environ 10%, donc c'est tout ce qui est subventions et contributions obligatoires. Réduire de 5% les charges financières grâce à l'autofinancement de nos opérations d'investissement, absorber l'augmentation de 11% des charges exceptionnelles et limiter à 3% l'augmentation du chapitre des atténuations de produits malgré les pénalités relatives à la carence des logements sociaux. Vous avez ensuite un tableau qui marque l'évolution de nos dépenses réelles de fonctionnement versus le budgétisé. Les dépenses réelles prévisionnelles pour 2023 s'élèveraient à environ 8 120 000 €, soit une augmentation de plus 7% par rapport au budget primitif 2022. Dans les grandes masses, c'est l'énergie, le déménagement de l'hôtel de ville et les 3 anniversaires cités précédemment de la commune. Vous avez aussi la répartition des dépenses de fonctionnement analytique provisoire pour l'année 2022. Donc, en fonction des différentes thématiques qu'on a présentées en réunion publique, donc tout ce qui est jeunesse et temps libre correspond aux centres aérés, crèches et services périscolaires. Services généraux et opérations financières correspondent aux frais des fonctions support qu'on peut appeler en mairie, qui sont la comptabilité, la partie RH et tous les frais, les contrats de maintenance. Enseignement et services annexes, cela concerne toutes les écoles.
Patrimoine communal et environnemental et environnement, ça concerne toutes les actions environnementales qu'on a lancées et qu'on va lancer. Et le patrimoine communal, c'est toutes les infrastructures de la commune. Culture et festivités, les programmations culturelles et festives sur l'année 2022 qui ont été réalisées, y compris le cadran. La partie sécurité, c'est tout ce qui est assujetti à la police municipale et toutes les opérations dédiées. Sport et associations, comme son nom l'indique, c'est toutes les infrastructures sportives et la participation, enfin les subventions aux associations. Et enfin social, c'est toute la partie CCAS, donc le centre d'action communal. Nous avons aussi de la masse salariale, bien entendu, dans ces montants. Pour la première fois depuis de nombreuses années et sous réserve de l'impact du nouveau mode de calcul de l'effort fiscal, la commune devrait pouvoir compter sur l'optimisation de certaines recettes. Tout d'abord, d'un point de vue fiscal, nous allons enfin bénéficier des premières retombées économiques de la ZAC des Aiguilles. En effet, les 2 sites qui sont en fonction depuis le second semestre 2022 vont générer de la taxe sur les propriétés bâties. On a estimé à peu près, on a modélisé à peu près 300 000 € dans notre budget de recettes supplémentaires liées à la ZAC des Aiguilles pour 2023. Durant les 2 premières années, nous toucherons 60% de la fiscalité, puis à partir de 2025, nous encaisserons le produit à taux plein. D'autres sites devront voir le jour dans le temps à venir, générant à leur tour un produit fiscal conséquent. De plus, la loi des finances 2023 dispose d'une revalorisation des bases cadastrales à hauteur de 7,1%. On a modélisé cette hausse de base cadastrale à hauteur de 220 000 € pour l'année 2023. Pour la première fois depuis longtemps, également, nous devrions bénéficier d'une DGF, une dotation globale de fonctionnement, en augmentation. Il devrait en aller de même pour les dotations qui y sont annexées. Subsiste toutefois une grande incertitude concernant notre niveau d'éligibilité au FPIC et aux autres ressources de péréquation suite à la modification du calcul de l'effort fiscal utilisé pour un certain nombre d'attributions de compensation. Avec la stabilisation et l'évolution de l'épidémie, nous devrions également voir nos recettes issues des services publics revenir à leur niveau d'avant-crise sanitaire. D'ailleurs, comme chaque année, la commune revalorise ses tarifs des services publics en corrélation avec l'évolution des charges afférentes tout en préservant les populations les plus fragiles. Pour rappel, nous avons fait évoluer nos tarifs publics, hors tarifs sociaux, on va dire, de plus 6% en moyenne votés en décembre dernier. Les différents allers-retours de compétences entre communes et intercommunalités sont de nature à impacter les attributions de compensation versées par la métropole. Après le retransfert de la compétence sur les moyens de défense contre les incendies, subsiste toujours l'incertitude concernant l'estimation du transfert de charges lié à l'éclairage public et aux arbres d'alignement. Aussi, le montant des attributions de compensation attendues sera recalculé et modifié au cours de l'année. Vous avez aussi par la suite un graphique mettant en lumière les recettes provisoires en 2022. Alors, en termes de fiscalité, nous avons touché 6 602 000 €. 6 602 000 € et 40 € supplémentaires. Ça concerne donc tout ce qui est taxes foncières, droits de mutation et diverses autres petites fiscalités. Tout ce qui est produit des services publics, comme son nom l'indique, c'est les recettes communales de tous les services que l'on peut proposer à la population, à hauteur de 656 407 €. Dotation et compensation, c'est là où on parle de la dotation globale de fonctionnement et dotation à la biodiversité. Nous avons touché 883 015 €. Concernant les subventions qui sont principalement, voire quasi-totalité des subventions liées à la CAF, qui concernent la crèche et le centre aéré, nous avons touché 529 630 €. Et tout ce qui est autre, ce sont des recettes exceptionnelles ou des indemnisations suite à des absences. Du CCS afin de lui permettre de financer ses actions tant en termes de moyens humains que d'aide sociale, de recours d'urgence, de secours d'urgence et de frais de structure. Depuis le second semestre 2022, le CCS est impacté par une évolution conjoncturelle tout à fait particulière.
En effet, le service social de la commune est assuré par du personnel non titulaire ne pouvant pas faire l'objet d'une mise à disposition auprès du CCAS. Aussi, la subvention d'équilibre que verse chaque année la commune à son CCAS est minorée des charges de personnel et affiche une baisse d'environ 58% par rapport au budget 2022. Pour autant, les moyens humains mis à disposition du service restent exactement les mêmes. Il ne s'agit là que d'une retranscription comptable qui répond à des contraintes réglementaires. Les agents contractuels ne peuvent pas faire l'objet d'une mise à disposition, contrairement aux agents titulaires. Une programmation d'investissement à la fois structurant et tournée vers la protection de notre environnement. Nous rentrons dans la 3e année pleine de la programmation de la mandature 2020-2026 et les conjonctures économiques défavorables ne cessent de se succéder. Après la crise sanitaire qui a paralysé le pays pendant presque 2 ans, nous enchaînons avec une inflation record et des difficultés d'approvisionnement. À cela se rajoute la notification tardive des dossiers de subvention et la volonté très affirmée du gouvernement d'axer ses interventions essentiellement sur la transition écologique. Courant 2022, nous avons malgré tout réussi à mener quelques projets à bien et à en démarrer certains d'autres. Aussi, en 2023, notre programmation s'oriente sur 3 axes. Les opérations récurrentes, l'embellissement des façades, l'acquisition de matériel de vidéoprotection et de moyens de sécurité publique, les travaux de réhabilitation et de rénovation du patrimoine communal, le renouvellement ou l'acquisition de matériel mobilier et de l'infogérance informatique, plusieurs programmes de travaux dits de proximité réalisés en partenariat avec le conseil départemental, en général on en dépose 5 par an, le renouvellement des installations et matériels des classes numériques des écoles communales. La poursuite et l'achèvement des opérations en cours, pour les plus significatives, il s'agira de solder financièrement, j'insiste bien sur le terme financièrement, d'anciennes opérations. Ce sont en gros que des opérations comptables. Tout est mené à bien, on va dire, concrètement sur le terrain. Mais c'est mis en lumière dans le plan pluriannuel d'investissement qu'on va voir par la suite. Donc, il faudra solder la 2e tranche du PAE des Coulins menée conjointement avec la métropole, l'embellissement des calanques de Petit et de Grand Méjean, les travaux de proximité votés en 2019 et 2020, la rénovation du préau de l'école élémentaire, l'aménagement des locaux professionnels au Coulin. Et de poursuivre nos opérations de rénovation des classes des écoles et autres bâtiments dédiés à l'enfance, de la rénovation de l'hôtel de ville, les travaux de proximité votés en 2021 et 2022, l'acquisition des véhicules électriques et du matériel scénique. Et enfin, la programmation d'opérations structurantes, outre les travaux de proximité qui pourraient être au nombre de 5 en 2023, nos projets d'envergure proposés à la population lors d'une réunion publique et dans notre programme 2020-2026 concernent les domaines suivants. La poursuite du programme de redynamisation et d'aménagement du cœur du centre-village, des acquisitions foncières en lien avec la redynamisation de ce cœur de village, la création d'un parking dans le village, la poursuite du programme de création de nouveaux locaux pour le comité communal des feux de forêt et du service technique, la poursuite du programme de création de nouveaux locaux pour le secours populaire, la poursuite Le ratio de notre capacité de désendettement se situe à 1,6 ans, considérant généralement que le seuil critique de la capacité de remboursement se situe à 11 à 12 ans. Notre ratio est donc excellent. La dette en capital au 31-12 s'élève à plus de 2 millions d'euros et se compose seulement de 7 emprunts. Le ratio de l'annuité de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement s'élève à 2,67%. Tous nos emprunts ont une structure saine avec uniquement des prêts à taux fixes. Simple.
Les échéances d'emprunt pour 2023 s'élèvent à 220 847 €, dont 144 648 € d'annuité en capital. Ainsi, la commune n'ayant nul besoin de recourir à l'emprunt cette année, son besoin de financement se traduit donc par une capacité de financement. Vous avez le graphique qui illustre la baisse naturelle de notre dette par la suite. Concernant notre capacité d'autofinancement, qui est donc aussi liée à notre endettement, malgré le contexte particulier, notre épargne brute se maintient à un niveau proche des années précédentes. Son calcul correspond à la fois, son calcul correspond à la différence entre les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement. Le taux de notre épargne brute à la clôture 2022 s'élève à 16%. Ce taux correspond à la part des recettes réelles de fonctionnement qui peuvent être consacrées pour investir ou rembourser la dette. Notre objectif pour 2023 est de maintenir un niveau d'épargne brute suffisant pour éviter le recours à l'emprunt et continuer à investir. Les contextes difficiles et incertains se suivent et se ressemblent dans leurs impacts. Quand il ne s'agit pas de faire face à une épidémie sanitaire d'envergure, il nous faut composer avec des approvisionnements tendus et une inflation record laissant craindre une récession, le tout sur un fond de guerre aux frontières de l'Europe. Pour autant, la commune est cette année encore, a réussi à clôturer l'exercice avec des excédents très satisfaisants. En 2023, bien que la commune devrait bénéficier de ressources fiscales plus confortables, elles seront malheureusement toutes absorbées par la hausse des tarifs de l'énergie, le déménagement provisoire des services de la mairie et l'inflation frappant tous les produits et services marchands. La maîtrise des coûts est un exercice auquel nous sommes accoutumés. Nous avons connu la même situation entre 2014 et 2016 et depuis, nos résultats n'ont cessé d'être toujours aussi performants. Le troisième point, c'est donc le résultat provisoire 2022, puisque nous n'avons pas encore voté le compte administratif 22 qu'on votera au prochain conseil fin du mois de mars. Donc on a un résultat de l'exercice à 948 046 €, et donc un excédent reporté des années précédentes de plus de 3,2 millions d'euros. En investissement aussi, nous avons plus de recettes que de dépenses. C'est purement comptable, je vous rassure. Et le solde des restes réalisés est de 1 338 160 € et 47 centimes. Nous proposons, pour la proposition d'affectation du résultat, les deux sections présentent un résultat provisoire excédentaire. Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur leur affectation. Toutefois, afin de compenser le résultat des restes à réaliser, il est proposé de répartir le résultat provisoire de fonctionnement dégagé en 2022 de la manière suivante. Excédent de fonctionnement reporté, 2 826 488 € et 92 centimes, et affectation à la section d'investissement afin de financer nos futurs investissements, 1 338 163 € et 47 centimes. On abonde ainsi d'1 million 340 nos investissements et restes à réaliser 2022. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je suis à disposition pour toute question sur cet exposé. Nous tenions à vous remercier pour la qualité de votre présentation à l'occasion de la réunion budgétaire du 28 février dernier, comme l'ensemble des élus qui siègent dans la commission finances ainsi que les agents municipaux qui ont permis de préparer ce rapport d'orientation budgétaire. Par ailleurs, tel que vous venez de le présenter, le contexte général lié à l'inflation record et le ralentissement général de la croissance mondiale a ses effets pervers pour les collectivités locales et plus particulièrement pour Suez-la-Redonne. Année après année, crise après crise, l'inquiétude règne chez les communes qui doivent, au gré des annonces, s'adapter pour trouver des solutions pérennes et préserver leur budget, de même que chez les ménages français qui voient leur pouvoir d'achat diminuer. Ce constat, nous le faisons tous. Et le défi, vous l'avez dit tout à l'heure, nous devons le relever ensemble pour préserver le cadre de vie des administrés de notre commune. Le rapport que vous mettez à la disposition de cette assemblée délibérante a pour but de débattre du budget qui devra être voté à la fin du mois de mars, plus particulièrement. Il pointe du doigt les dépenses que notre commune aura à supporter au cours de l'exercice 2023, qui ne sont pas des moindres, nous en avons conscience, mais surtout, il démontre combien la crise énergétique oblige notre commune à mieux maîtriser ses dépenses dans un effort collectif de sobriété, en fonction des incertitudes qui planent tant au niveau des prévisions de croissance que de l'inflation.
Allier grande orientation budgétaire, projet et bien sûr mesures pour faire face à la crise énergétique omniprésente dans les esprits, dans les esprits, n'est certes pas un exercice facile, mais cela nécessite de se tourner vers ce qui permettra de rassurer les anciens inquiets et de l'ensemble lié à l'ensemble de ces augmentations qui à terme pourraient se répercuter sur la fiscalité locale. À cet effet, nous espérons que les recettes émanant des taxes générées sur les propriétés bâties issues des entrepôts de la ZAC des Aiguilles permettront d'engager, dans un avenir plus ou moins proche, une baisse de l'impôt foncier. C'est un engagement que vous aviez pris en 2018, monsieur le maire. Considérant par ailleurs qu'il s'agira de la seule manne financière sur laquelle nous pouvons compter, puisque là encore, le maire a pris l'engagement dès 2020 que notre commune avait cessé de grandir. Pour faire face à l'alourdissement des charges courantes de fonctionnement, vous avez entre autres, comme de nombreuses communes en France, fait le choix de procéder à l'extinction de l'éclairage public dans certains quartiers permettant de réduire les coûts énergétiques. Cependant, alors que vous listez un certain nombre de mesures dans le cadre de la programmation d'investissement à la fois structurante et tournée vers la protection de notre environnement, toujours dans un souci de poursuivre ce qui a déjà été entrepris et de ce qui le sera demain, vous ne parlez pas de la généralisation de la pose de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des bâtiments communaux, ni même des travaux de finition nécessaires à l'exploitation des panneaux photovoltaïques posés sur l'extension du réfectoire de l'école élémentaire toujours hors service. Tout cela est pour ça incontournable à la mise en place d'une politique environnementale responsable et jusqu'au boutiste. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place d'une stratégie efficace de contrôle des dépenses et de la maîtrise de la consommation énergétique, il serait peut-être opportun de responsabiliser les citoyens autour de ces enjeux critiques pour l'avenir de notre territoire. Bien qu'il soit facilement concevable que l'ensemble des communes ne soient pas tous à armes égales pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de sobriété, la nécessité de miser sur la consommation des ménages, et je dis bien la nécessité de miser sur la consommation des ménages, se fait sentir et pousse la réflexion à travailler sur différents axes, comme promouvoir l'utilisation du vélo en aménageant les pistes cyclables partout où cela est possible, promouvoir le covoiturage, développer le coworking comme nous l'avions proposé afin de permettre aux personnes de travailler dans une seule et même pièce chauffée, réduisant ainsi l'utilisation individuelle et simultanée de plusieurs chauffages lorsqu'elles travaillent depuis chez elles, ou encore mettre en place une plateforme de participation citoyenne pour consulter les citoyens sur leurs attentes et leurs capacités en matière de sobriété énergétique. Un mode opératoire qui a prouvé son efficacité d'une part par la responsabilisation des citoyens autour de décisions complexes et d'autre part pour les engager durablement dans cet effort collectif. Vous pourriez par exemple lancer un questionnaire citoyen pour interroger les citoyens sur votre plan climat, organiser un budget participatif inversé permettant aux citoyens de voter et de prioriser les réductions de dépenses les plus souhaitables pour notre ville, donner aux citoyens le moyen de proposer des leviers originaux de réduction de leur consommation énergétique sur notre territoire. Enfin, la généralisation du discours politique national poussant à la prise de conscience collective sur les dépenses réalisées ou à réaliser avec sobriété nous appelle à vous demander si vous envisagez, monsieur le maire, pour cette 3e année de mandature et dans un esprit de solidarité, à maintenir vos frais de représentation à un niveau que l'on pourrait considérer comme indécent, à l'heure où il est demandé à tous les Français, et in fine aux Ansuénins, de faire des efforts considérables en matière de dépenses et de consommation. Avant de terminer, en ce 8 mars, qui est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice, mon groupe souhaite une belle fête à toutes les femmes et en particulier aux femmes élues et engagées, notamment à celles qui composent cette assemblée délibérante. Je vous remercie pour votre attention. Juste une petite question. Est-ce que vous pouvez nous dire, M. Alarcon, à quoi correspond le sigle ou l'abréviation SVP? Je ne l'ai pas trouvé dans le glossaire. SVP. C'est le service juridique, c'est un conseil juridique. Qui accompagne les collectivités sur tout ce qui est conseil juridique, qui accompagne aussi du privé de mémoire. On a entendu certaines propositions. Nous répondons généralement sur la politique que nous menons, que nous choisissons et qui correspond au projet sur lequel la population a choisi notre équipe.
que ce soit à la fois sur l'utilisation de nos dépenses, la maîtrise de nos dépenses, sur les projets que l'on engage et sur le contenu de ces projets. Vous avez parlé et vous avez raison, hein, d'essayer de généraliser la pose de photovoltaïque. C'est ce que nous faisons chaque fois que c'est nécessaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les équipements neufs que nous faisons, il y a du photovoltaïque. C'est pour ça que sur la ZAC des Aiguilles, nous accueillons de bon œil le fait qu'il y ait du photovoltaïque, même si c'est du privé. Comme nous accueillons aussi de façon très positive les nombreux dossiers de pose de photovoltaïque que nous traitons avec les services urbanisme pour tous les particuliers de la commune. Voilà, donc on est dans cette dynamique aussi. Après, il y a des règles, il y a des rapports bénéfices sur investissement, il y a aussi des aspects techniques qui ne permettent pas partout et tout le temps de faire. Voilà pour le photovoltaïque. Vous avez évoqué le plan vélo, je partage entièrement. Le plan vélo, quand il a été présenté par la présidente du département, Martine Vassal, il a été présenté au JAI à Marignane, je devais être dans les années 2017, je crois, ou 2018, je ne sais plus, jusqu'à 2025, j'étais présent avec le maire de Marignane et les représentants qui portaient ce projet, et j'ai amené les projets de la commune. Sur les projets de la commune, on les retrouve dans notre projet électoral. On a des pistes qui traversaient, qui maillaient la ville. Elles ont été réalisées. C'est celle qui traverse le long du parking du gymnase des équipements et qui va jusqu'au Val de Ricard. Il y a une partie de pistes cyclables, elle faisait partie aussi de nos projets qui va jusqu'à desservir le Val de Ricard. Il en manque un petit bout, mais on y travaille aussi avec la métropole. On est toujours en attente d'une demande que nous avions fait et que j'ai portée ce jour-là sur le plan vélo, avec une possibilité de rajouter des pistes cyclables pour descendre jusqu'à la plage du Rouet par le Vallon de l'Aigle. On est aussi sur des pistes cyclables qui seront aménagées dans le projet Cœur de Ville, sur lequel les études sur le stationnement et la circulation disent des choses. On aura l'occasion d'y revenir dans la concertation en associant la population comme on s'y est engagé. Voilà, les choses avancent, les études avancent et on va avoir des réponses. On a après un projet sur lequel nous sommes engagés, encore une fois, si vous regardez la page sur les pistes cyclables de notre projet électoral, on y retrouve toute la partie Vallon de Graffiane. Le Vallon de Graffiane aujourd'hui, on vient de nous rendre, je l'ai dit à 2 mots parce que c'était tout chaud, ça avait quelques heures, quelques minutes, hein. Nous participions à la restitution sur le pluvial, on attend la restitution officielle. Un projet va nous être proposé et va être mis en appel d'offres pour recruter un maître d'œuvre. Un projet qui permettra sur le Vallon de Graffiane, d'après les techniques nouvelles et d'après aussi les obligations nouvelles qui sont faites, ce qu'on faisait hier, on le fait pour aujourd'hui. La départementale qui traverse la commune, ce qu'on appelle la route nouvelle, celle qui traverse, qui vient du Rove et qui va vers Carie. Quand elle a été faite en 2008, et c'est au moment où nous avons commencé à gérer cette commune, même si le projet avait été préparé avant, elle a prévu, ça ressemblait exactement, pour ceux qui se rappellent, au Vallon de Graffiane, elle a prévu une couverture de tous les fossés avec un busage. Aujourd'hui, ce n'est plus les règles. Ce ne sont plus les règles. Les règles, elles sont de ne pas buser, elles sont d'accentuer à profondeur des canaux qui existent comme ça et des fossés pour récupérer les eaux, d'arboriser, de mettre de la verdure et de faire avec. Donc ces règles techniques et ces obligations qui sont les nouvelles, les choses changent. Hein, entre 2008 et 2023, ouais, il s'est passé un peu de temps et les choses changent. On ne parlait pas de transition écologique, on ne parlait pas d'économie à ce niveau. Aujourd'hui, on en parle différemment. On ne parlait pas de plan vert. Aujourd'hui, on parle du vert partout et c'est une bonne chose. Donc voilà, donc ce projet qui avait été envisagé en 2012 d'une certaine façon avec ouverture des fossés ne le sera pas. Ce qui nous permettra de faire quand même de la piste cyclable et le projet qui nous a été présenté il y a quelques jours, on attend l'officiel pour communiquer, permettra de faire une piste cyclable d'un côté, mais pas une vraie piste cyclable de l'autre côté, permettra de faire une piste piétonne pour les piétons, c'est ce qui est demandé sur le Vallon de Graffiane. Donc en gros, ce que nous avons écrit sur les pistes cyclables, on le réalise et on va chercher chez nos partenaires les moyens de le réaliser, puisqu'il faut le savoir, la voirie c'est une compétence métropolitaine ou départementale. Pour ce qui concerne le Vallon de Graffiane, on est sur une départementale, mais comme elle est entièrement à l'intérieur de la commune et qu'elle ne maille pas les villes entre elles, elle est en antenne, elle est à l'intérieur,
elle a été mise à disposition de la gestion de la métropole. C'est pour ça qu'on travaille avec la métropole et que la métropole nous a fait un projet. On va, dans quelques temps, présenter, quand on nous l'aura donné officiellement, on nous a montré les esquisses, on nous les a présentées, on nous les a projetées. On présentera les résultats de cette étude avec le projet tel qu'il est proposé par la métropole. Un projet qui va permettre un cheminement piéton et un cheminement cyclable, mais que dans un sens d'un côté, qui partira du carrefour de la montée de la Poste, de l'avenue de la Roche et la sortie des Chantegrives, de ce carrefour jusqu'à la patte d'oie qui sépare les Calanques, soit vers la Redonne, soit vers la Madrague de Gignac. Et la première partie de l'Escalayole sera aussi prise en compte dans ce projet. Voilà. Donc sur les pistes cyclables, même si ce n'est pas de notre compétence, sachez qu'on y travaille fort avec les services et nos partenaires et on avance de façon claire. Après, sur votre demande d'une baisse des impôts et de l'engagement qu'on a pu prendre en 2018, vous regardez les engagements tels qu'ils ont été écrits, ils étaient conditionnés à trois règles. La baisse des impôts de 2% tous les ans. La première, c'était que la DGF ne baisse pas. Or, la DGF, elle a baissé de plus de moitié. Voilà, c'est une des règles qui n'a pas été respectée. La deuxième, c'était que les attributions de compensation aussi ne baissent pas. Aujourd'hui, elles ont fondu. Tous les graphiques que vous avez, ils sont là. Et on avait mis la réalisation à l'époque, la réalisation de la ZAC des Aiguilles. Il fallait que ces trois conditions soient réunies. Il y en a deux qui ne le sont pas. La troisième est en train de se réaliser. La ZAC des Aiguilles produit cette année, comme vous a expliqué Sébastien Alarcon, et on y travaille fort avec Jean-Noël Allard parce qu'on ferraille, Marcel Tocheli aussi pour la partie urbanisme, puisqu'on va modifier, vous avez déjà été appelé à vous exprimer sur la modification du PLUI qui permet justement de densifier encore et encore cette zone. Ça va dans le bon sens aussi, ça va dans le bon sens de la recherche d'arrêter d'artificialiser les sols. On se dit, là où on a prévu, on a engagé du développement économique, il faut le densifier. Voilà, c'est un peu le principe de la loi pour ne pas aller chercher ailleurs d'autres terres qui seraient dommage de gâcher. Donc, les outils qu'on a, sur lesquels on a travaillé, le PLUI, la modification qui vient d'être faite, la modification numéro 3, vont me permettre densifier encore cette zone. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Sébastien Arc, comme vous l'a bien expliqué, sur les deux premières enseignes qu'on a, l'enseigne Décathlon et l'enseigne Action, on est sur un montant à peu près de taxes foncières, on aura les chiffres plus précis très rapidement, environ 500 000 €. Sur les 500 000, la première année, les 2 premières années, il y a un abattement de 40%, donc vous prenez 60% de 500 000, ça fait 300 000. C'est ce que vous a dit Sébastien Alarcon. Cette année, cette manne financière venue de ce projet sur lequel on se bat avec mes collègues depuis 15 ans et qui aujourd'hui voit le jour, nous permet d'endiguer les dépenses supplémentaires que, hélas, vous les avez citées d'ailleurs, l'électricité avec 220 000, voilà, la masse salariale, la restauration scolaire, enfin tout un truc. Voilà. Donc aujourd'hui, on est entièrement et parfaitement dans la réalisation et les engagements qu'on a pris, et on espère que demain, la densification du parc des Aiguilles nous permettra d'avoir encore de quoi pouvoir continuer à élever notre ville dans sa qualité et de sa belle qualité de vie. Voilà. J'ai terminé. Alors, vous avez oublié de répondre concernant les travaux de finition des panneaux photovoltaïques sur l'extension de l'école élémentaire. On en est où, du coup, puisque l'année dernière, vous avez posé la question. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Est-ce que les problèmes techniques ont été résolus? Est-ce qu'on peut savoir combien on gagne en capacité d'électricité autonome, s'il vous plaît? On vous l'a dit, on vous donnera les chiffres. Aujourd'hui, il y a tous les ans un bilan sur les recettes liées à cet équipement de photovoltaïque. On vous le donnera. La seule chose qui est techniquement, et on le dit, mais c'est pas d'aujourd'hui, il y a quelqu'un dans cette salle qui a été à un moment donné sur ce dossier et qui sait très bien que ça a été compliqué. On a une problématique qu'on ne retrouvera pas à la mairie, puisqu'on s'est doté, Marcel, du même dispositif, c'est-à-dire l'affichage en permanence sur un écran d'ordinateur de l'économie en temps réel générée par le photovoltaïque. Il n'y a que ça qui ne fonctionne pas à l'école, sur le toiture de l'école élémentaire. Et ça ne fonctionne pas pourquoi? Pourquoi? Tout simplement,
franc jeu, parce qu'il y a eu un prestataire qui était le prestataire de la commune à l'époque, qui n'a pas vu son marché renouvelé, et quand ce dispositif est tombé en panne, il n'a pas donné les codes et les aléas, et l'engagement était dépassé dans les délais. On ne peut pas avoir la possibilité de remettre ce dispositif en place. Mais on y travaille encore, puisque ceux qui vont nous poser ce dispositif à la mairie vont regarder de près, voir si on ne peut pas solutionner cette problématique. Il n'y a que ça. Il n'y a qu'une problématique d'affichage en temps réel sur un petit écran de ce que génère le photovoltaïque. Voilà, il n'y a que ça sur la partie élémentaire. Le reste, on vous donnera des chiffres, bien entendu, puisque vous nous les demandez, on vous les donnera. Pas de problème. Voilà. On n'avait pas engagé, enfin vous n'aviez pas engagé de procédure contre la société justement là qui avait posé et qui a disparu? Elle n'a pas disparu, elle a perdu le marché, et quand elle a perdu le marché, après coup ce dispositif est tombé en panne, la personne qui a pris le relais, dans le temps qu'il y avait, on ne pouvait pas faire jouer de garantie, et cette société n'a pas souhaité aider dans la réparation de ce dommage. Donc aujourd'hui, oui, mais il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que l'affichage, ne vous inquiétez pas, le système fonctionne, et tous les ans, vous avez une responsable, je ne l'interpelle pas, mais voilà, elle suit bien elle est un peu comme ça, hein, j'aime bien d'avoir une responsable finance qui est comme ça va bien, voilà, et je peux vous dire que tous les ans, il y a des chiffres, on vous les communiquera. Voilà. Alors on va considérer que... Pardon. Je voulais compléter sur la sobriété énergétique, donc vous avez évoqué, on vous rejoint sur le sujet, on est proactif aussi, on a prévu dans notre PPI jusqu'à la fin du mandat, à minima je crois 250 000 euros sur cette thématique. Je ne sais plus quelle ligne c'est l'opération 722 qui est le fruit des différents audits qu'on a pu mener, Sequoia et Merisier sur le sujet. Donc bien entendu que c'est primordial pour tout le monde, et on vous rejoint aussi sur ce point, mais voilà. On reste très investi sur ces domaines-là, y compris quand vous parlez de sobriété, sur l'extinction des lumières de 23h à 5h30, je crois, ou 23h30, 5h, pardon. Voilà, après, c'est un premier step, on va dire, pourquoi pas aller plus loin, ou revoir la chose, etc. Voilà. Et au-delà du photovoltaïque, on travaille aussi sur le retour de la nature en ville. Enfin, il y a pas, voilà, effectivement, il y a les actions sur nos bâtiments communaux, mais au-delà, si on arrive à faire revenir la nature en ville, on fera aussi des économies d'énergie, notamment dans les cours d'école et dans le projet du cœur du village. Et je te complète aussi, c'est un travail de proximité qu'on proposait aussi à la population, qu'on a présenté la semaine dernière, sur végétaliser, mais de façon un peu plus sobre, nos ronds-points, etc., toutes nos infrastructures communales. Voilà. Alors justement, j'ai pas posé la question, mais on en parle, donc du coup ça me vient à l'esprit. Concernant l'extinction de l'éclairage public, donc il y a plusieurs zones, ça se fait en plusieurs phases, c'était ce qui avait été évoqué déjà lors du précédent conseil municipal. En regardant un petit peu, en faisant des recherches, il y a des communes, notamment celles qui ne se gênent pas de dire qu'elles procèdent à l'extinction en priorité, après les quartiers, en priorité sur tout ce qui est patrimoine communal. Le complexe Marcel Sibilla, alors j'entendais ce que vous disiez, notamment lors des réunions, que tout ce qui était dans une zone où les caméras de vidéosurveillance étaient présentes, il fallait que ça reste allumé pour pouvoir éventuellement identifier les plaques, les véhicules. Mais Marcel Sibilla, le complexe, le mur là qu'il y a devant qui est éclairé, est-ce que c'est nécessaire à l'utiliser? Je ne sais pas, pour permettre à la caméra de vidéosurveillance de lire au cas où. Il y a le petit mur aussi là qui est à côté, il y a 3 spots, c'est pas du LED. À côté de la mairie, sur la gauche, là, un mur peint avec des rochers, les spots sont enrochés aussi justement, c'est toujours éclairé, c'est pas éteint. Est-ce que ça nécessite de les laisser allumer pour l'utilisation d'une vidéosurveillance ou pas? Je sais pas. Pas une question bête, mais effectivement, ils sont reliés à une armoire. Donc, cette armoire, elle est reliée à la vidéosurveillance. En gros, pour vous faire court. Donc, après, il faudrait effectivement qu'on puisse faire des travaux, lever ces points de l'armoire auxquels les points sont reliés pour le. Voilà. On n'a pas choisi d'allumer ça forcément pour la sécurité. C'est qu'ils sont reliés à l'armoire qui est reliée aux caméras. D'ailleurs, on vous a entendu.
sur les travaux de l'hôtel de ville. Les 3 lumières bleu, blanc, rouge qu'il y avait sur la façade ne seront pas renouvelées. Pourtant, elles étaient chères à certaines dans cette salle. Voilà. Et les panneaux photovoltaïques que vous nous disiez que vous ne pouviez pas poser? Ah non, on vous a pas dit de la toiture. On vous a dit qu'au départ c'était compliqué. En deuxième temps, on vous a dit en conseil municipal, écoutez, relisez les conseils, écoutez les vidéos. Dans un deuxième temps, on a répondu à la question d'un ancien premier adjoint de cette ville en nous disant qu'on avait mis en option, parce qu'on attendait de savoir ce qui était possible de faire. Et aujourd'hui, on a décidé, malgré le non-financement de ces panneaux, de le prendre sur notre budget propre à 100%. C'est un choix. Voilà, c'est un choix politique. Et les explications qu'on vous a données au départ, c'était l'aspect technique, et c'est pour ça qu'on ne fera que deux faces. On fera la partie sud et la partie est. Et c'est limité, c'est pour ça qu'on a beaucoup réfléchi. La deuxième chose, on a mis en option quand on n'avait pas fait le marché. On réfléchit. Vous n'allez pas me demander, dans le futur projet que je vais faire dans quelques années, dans 7 ou 8 ans par exemple, qu'est-ce que... Hein, moi et mon équipe, bien sûr. Et dans ce projet-là, vous ne pouvez pas me demander aujourd'hui si je vais mettre des photovoltaïques. D'ici là, peut-être qu'on va bannir le photovoltaïque parce que c'est un non-sens écologique. Je ne sais pas. Je dis ça, je n'ai pas dit que c'était un non-sens écologique. Et il faudra qu'on s'adapte. Voilà. Ou il y aura d'autres méthodes, ou il y aura d'autres nouvelles. Voilà. Donc, soyez satisfaits. Les 3 lampes qu'il y avait sur le bâtiment de l'hôtel de ville ne seront pas renouvelées. Et dans les projets à venir, dans les prochaines décennies, on réfléchira à tout ça et on aura l'occasion d'écouter les uns et les autres. Merci. Allez Sébastien, le mot de la fin pour toi. Je peux prendre la parole, Sébastien? Ah, je t'écoute avec attention, Fred. Sébastien, mardi passé, ta présentation publique du budget communal et des perspectives financières 2023 avait le mérite d'être complète et précise. Malheureusement, ce type de réunion n'attire pas les foules, et cela est bien dommage, car au-delà du bilan de l'année écoulée, ce sont les orientations budgétaires à venir qui sont mises en débat. Dans cette continuité, l'énoncé du rapport d'orientation budgétaire et la présentation du contexte général que tu viens de nous faire sont réalistes. Oui, qui aurait pu imaginer un seul instant en 2019, date à laquelle nous avons écrit notre programme, que la situation économique, sanitaire, mais aussi environnementale mondiale allait évoluer de la sorte. La donne a changé. De grands challenges se présentent à nous et on va devoir lutter contre la flambée des coûts de l'énergie, mais aussi la protection de notre patrimoine environnemental, sans omettre l'insécurité, car il ne faut pas l'oublier, elle ne cesse de s'accroître autour de nous. Tu l'as souligné à plusieurs reprises, les finances communales se portent bien, et c'est le fruit de la gestion de diverses équipes communales qui se sont succédées depuis plusieurs décennies, et on y a participé ensemble activement depuis 2008. Aujourd'hui, en 2023, à mi-mandat, il est temps de revoir la copie du projet que nous avons écrit et ne pas s'obstiner à réaliser des choses qui nous paraissaient utiles en 2019 et qui deviennent futiles en 2023. La population change et ses besoins évoluent. Tu mettais en valeur mardi l'augmentation des recettes dues aux frais de mutation pour 2022 sur la commune en disant que c'était bon signe et qu'en Suez était de plus en plus attractive. Je fais une analyse un petit peu différente de la tienne. En effet, les frais de mutation augmentent car le prix des ventes s'envole, tout comme le nombre de transactions. Il suffit de discuter avec les agences immobilières locales pour se rendre compte que les vendeurs quittent la commune car leur pouvoir d'achat n'est pas suffisant pour payer les charges fixes, eau, électricité, combustible, impôts. Ils déménagent notre commune, non pas par plaisir, mais par nécessité. Ceux qui achètent, eux, sont très souvent des couples plus aisés, avec 2 salaires de cadre supérieur. Alors aujourd'hui, la difficulté n'est plus uniquement l'achat, mais surtout l'entretien au quotidien des habitations. Dans les grandes orientations que tu dépeins, je ne vois rien de très offensif, ni de très ambitieux sur les solutions qu'il faut apporter aux défis auxquels nous allons devoir faire face. C'est un robe dans la continuité des années précédentes. Ce que je viens d'énoncer, c'est le constat factuel que tout un chacun peut faire à la lecture de ce document. Tu le sais, je l'ai dit, je l'ai écrit, je ne me catégorise pas comme élu d'opposition, mais comme un élu de proposition. Pendant plus de 12 ans, j'ai participé avec vous autres au développement de notre commune, et ça ne va pas changer aujourd'hui en 2023. Je vais continuer à vous faire des propositions dans ce sens. Oui, il va falloir investir dans la sécurité en augmentant l'effectif de la police municipale, trouver des solutions politiques pour le maintien des gendarmes d'été sur la commune,
remettre en état de marche les caméras hors service et développer d'autres points de contrôle reliés à la fibre optique au CSU. Dans ce domaine, il ne faut plus faire uniquement des coups de com' politiques comme à Valtrade pour mettre en place un dispositif complètement inefficace. Oui, il va falloir installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures bien exposées du gymnase, de l'école élémentaire, de la maternelle, de la crèche, économiser l'eau d'arrosage, étudier comment récupérer et utiliser les 600 mètres cubes d'eau quotidienne rejetée par la station d'épuration à la mer, remplacer le mode de chauffage au gaz des écoles du gymnase par des packs bien dimensionnés et généraliser l'éclairage LED. Oui, il va falloir revoir à la hausse le budget du CCAS et ne plus s'appuyer toujours plus sur les associations caritatives pour aider les plus démunis. Je comprendrais que dans un élan d'orgueil, tu me dises que vous y avez pensé, que vous y travaillez d'arrache-pied, que les études sont en cours, que je verrai dans l'empreinte ce qui est prévu de faire. Ça, c'est la partie de claquette habituelle que tu peux faire aux novices. Moi, la seule chose qui m'importe, c'est qu'on soit à la pointe sur ces domaines et qu'on n'agisse pas uniquement sur la contrainte médiatique et politique par mesurette, comme c'était le cas, par exemple, sur les photovoltaïques de la mairie. Alors, souviens-toi, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, au conseil municipal du 10 mars, il y a un an, quand l'opposition vous titillait sur les panneaux photovoltaïques de la mairie, on disait qu'il y avait trop de pentes, techniquement, ce n'était pas possible. Et après, au mois de septembre, donc c'était à mon tour de vous demander si ça allait être mis, on me disait c'est en tranche facultative, ce sera une option. Et puis, sous la pression, on découvre que pour 70 000 €, on aura deux panneaux sur deux parties du toit, de la mairie. Pour cet exemple-là, Sébastien, je te dis, c'est un bon début, mais peut mieux faire. Enfin, pour terminer, le débat d'orientation budgétaire est là pour que les autres élus que ceux de la majorité puissent exprimer leur vision des choses. C'est ce que je fais ce soir. Alors il vous reste encore une quinzaine de jours avant le vote du budget pour réunir le groupe majoritaire et nous faire des propositions plus offensives. Ne soyez pas en panne d'idées pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, l'insécurité, la baisse du pouvoir d'achat et le gaspillage énergétique. Tous ces défis, c'est maintenant qu'il faut les relever. Demain, il sera trop tard. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé de répondre sur plusieurs points. Alors, l'affluence de la réunion publique, j'en prends ma part de responsabilité. Il va falloir peut-être qu'on revoie aussi les choses dans comment on communique, etc. Pourtant, l'argent, et on le voit pour une collectivité, c'est le nerf de la guerre. Et c'est ce que tout le monde devrait se soucier. Alors, c'est pas sexy. C'est très complexe une collectivité, la gestion par rapport à l'entreprise, on ne fait pas de bénéfices, etc. Mais c'est le nerf de la guerre. Et c'est par là où tout passe, et tu l'as déjà vécu dans des précédents exercices budgétaires, c'est en gros la personne qui peut arbitrer sur la majorité des sujets. Mais je pense que ça n'enlève pas de notre volonté de vouloir être transparent sur nos chiffres et d'exposer nos résultats chaque année. Alors, revoir la copie du projet, effectivement, la société évolue. Tu as parlé aussi de revue de revoir la copie du projet 2020-2024. Nous, quand même, on a une ligne directrice. Elle passe par tous les items qu'on a écrits en 2019. Il y a des choses qui doivent évoluer, des choses qu'on n'avait pas prévu de faire. La mise en sécurité à l'église, les travaux qu'on souhaite aussi réaliser à l'église, c'est des choses qu'on n'avait pas posées. Mais oui, il faut s'adapter à l'évolution de la commune et on le fait, pour preuve. Ce projet qu'on souhaite porter, nous, en 2023. Voilà, et aller chercher les subventions en face pour pouvoir réaliser ces travaux de mise en sécurité. Alors, j'ai pas parlé de bons signes sur les frais de mutation. C'est pas un bon signe qu'il y a des frais de mutation, ça montre qu'il y a beaucoup de turnover. C'est un bon signe, on va dire comptablement, pour les communes, pour la commune. Ça nous permet de rentrer des recettes supplémentaires que par prudence on estime toujours très basses. Parce qu'on ne peut pas, qui peut prédire une évolution de ces montants-là. Et puis il y a toujours il y a toujours un décalage entre la vente et quand on perçoit le produit, et notamment le marché aussi. Là, on voit que les taux s'envolent. Les taux, c'est plus les taux il y a 2-3 ans, on pouvait acheter 1%, maintenant c'est 4 à 5%. Donc ça va rigidifier le marché. Alors les prix des maisons vont rebaisser, et donc ça peut aussi calmer ces droits de mutation.
Et après, en Suisse, si les prix augmentent et si tout le monde se rue dès qu'il y a une maison à vendre, comme on peut le constater sur le Bon Coin ou dans chacun des boîtes aux lettres quand on reçoit les demandes d'estimation de l'immobilier, c'est qu'il y a de la demande, c'est qu'il y a aussi un travail qui a été réalisé et un travail qui est en cours encore aussi pour rendre la commune encore plus attractive qu'elle peut l'être. Et il fait bon vivre ici. Moi, j'ai grandi ici et je compte y rester. Alors, pas de proposition factuelle dans l'Europe, c'est un peu ce que j'ai noté. Je suis pas en phase avec ça, mais c'est normal qu'on soit plus en phase sur certains sujets. On essaie d'avancer sur la sobriété énergétique, sur les travaux d'évolution pour les écoles. On aura peut-être éventuellement quelque chose à négocier avec un aménageur sur une éventuelle troisième tranche de coulage. Je parle au conditionnel de tout ça, parce qu'il n'y a rien déposé en termes de permis, mais il y aura quelque chose, et là on sera ambitieux, et il va falloir aller chercher un partenaire privé, enfin il va falloir chercher le partenaire privé pour qu'il nous finance aussi différents investissements. Donc je ne te rejoins pas sur tous ces sujets-là. Investir dans la sécurité, tu l'as connu, mais depuis 2021, on a fait beaucoup plus que ce qu'on a fait les années précédentes en termes d'investissement. D'investissement financier aussi sur la sécurité. Bizarrement, c'est quand tu as été destitué. Donc, j'ai entendu la question, j'ai eu la question que tu as posée concernant certains sujets. Malheureusement, bon, je crois que tu maîtrisais le règlement du conseil municipal et du coup, de normes aussi bien suivi ces 3 jours. Je parle sous contrôle de la DGS, donc on répondra aux questions que tu as posées. On te donnera factuellement le fait que les investissements ont augmenté depuis 2020 sur la partie sécurité. Voilà, le budget du CCS, je pense que je n'ai pas été clair dans mon énoncé, alors je prends ma part. En fait, il ne baisse pas. Il ne baisse pas du tout. C'est juste que c'est un jeu comptable qui fait que malheureusement, on a moins de subventions, mais l'action qu'on a, la qualité de nos actions et de nos services, il reste le même de nos fenêtres. Et enfin, tu m'as un peu évalué comme un prof, mais je t'ai pas attendu pour mon évaluation continue mon amélioration continue dans tous nos échanges et en conseil. La pédagogie adoptée sur les chiffres en conseil, ne t'inquiète pas, j'ai pas attendu pour m'améliorer pour essayer de m'améliorer et essayer d'être encore plus pédagogue et sincère dans la retranscription des chiffres de la commune. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions et toutes tes interrogations qui restaient pour être le plus clair sur nos orientations 2023, qui restent fidèles à ce qu'on avait écrit en 2019. Bah écoutez, on va remercier. Pardon, les observations des uns et des autres amènent parfois les questions. Que les choses, au moins, elles soient claires. Vous avez évoqué, M. Onagnan, des caméras qui étaient HS. Est-ce qu'il y a des caméras HS sur la commune ou pas ? Robert Fall va vous répondre. Comme on tente tout matériel, il y a des fois des petites pannes et on travaille, mais il va vous expliquer, Robert. Bon, oui, effectivement, c'est une question légitime qui revient régulièrement. Alors, on va pas donner ici l'emplacement des caméras qui sont HS. Évidemment, il y en a quelques-unes qui sont HS, et on aura toujours des caméras qui vont tomber en panne, des caméras qu'il faudra remplacer, des caméras qu'il faudra repositionner pour avoir de meilleurs résultats. Ce qui est sûr, c'est que quand c'est HS, il y a 2 solutions, soit on remplace, soit c'est réparé. En l'occurrence, c'est ce qui est prévu pour les quelques caméras, elles ne sont pas si nombreuses que ça, pour les quelques caméras qui sont HS, et qui vont nous permettre d'ailleurs de réinvestir sur des caméras de meilleure qualité. On en parlera sûrement lors d'une commission si on prend des décisions à ce sujet-là, quoi. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, super. Pardon, j'avais juste une petite question pour l'éclairage public. C'est une question très simple. Quand il y a des zones qui sont restées éclairées pour cause de caméras de vidéosurveillance, est-ce qu'il ne serait pas possible de retirer une ampoule par exemple sur 2, si je sais pas, je dis n'importe quoi, 20 lampadaires, est-ce qu'il ne serait pas ça permettrait d'économiser un peu plus et de toujours éclairer bien sûr la zone où il y a la vidéo quand même de sécurité. Merci. Alors, pour répondre, au-delà des économies d'énergie, le choix de l'extinction de l'éclairage public, c'est pour la préservation de la biodiversité. Donc éteindre 1 sur 2, ça ne sert à rien pour la biodiversité, donc il n'y a pas... Voilà. Et après, juste pour la vidéosurveillance, il vaut mieux qu'on change nos caméras de vidéosurveillance et qu'on passe à la vidéosurveillance qui permette d'éteindre l'éclairage public que faire une demi-mesure. Je suis pas favorable à des demi-mesures, en fait. Voilà.
Et au-delà, ça avait deux actions. C'est la protection de la biodiversité et une sur deux. Enfin, c'est aussi néfaste. Donc c'est pas l'objectif depuis tout à l'heure. Vous parlez de la sobriété et de faire des efforts pour l'environnement. Donc là, éteindre un sur deux, on ne le fera pas parce que c'est pas un effort pour l'environnement. Voilà, ben quoi, je crois qu'on va clôturer ce débat. Il y a eu un bon débat. Merci de l'avoir porté les uns et les autres, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition ou dans l'indépendant. On va passer à l'ordre du jour qui suit. Oui, je définis les gens comme ils se définissent. Je suis respectueux de la demande de ces gens-là. On va passer donc au rapport qui suit. Il s'agit de la garantie d'emprunt de la société Solia et ça a permis quelques mots de laisser souffler Sébastien puisqu'il va reprendre la parole. Allez Sébastien. En tout cas, merci Sébastien pour cette très belle présentation. Je vois qu'elle a suscité des questions pertinentes et les réponses encore plus pertinentes que les questions. Allez, il y a deux rapports successifs sur les garanties d'emprunt à la société Solia. Le but c'est de régulariser la situation parce que ces travaux ont été réalisés sur fonds propres par Solia. Donc c'est des baux de réhabilitation de 40 ans qu'on a contractualisé avec eux pour des logements sociaux. Donc par cet accompagnement, on augmente notre parc de logements sociaux d'environ 140 logements. Et ça viendra éventuellement minorer la majoration du prélèvement SRU qu'on peut avoir, qui est de l'ordre de 133 000 € par an. Donc le prélèvement SRU, c'est le fait qu'on soit carencé en termes de logements sociaux. Si je ne dis pas de bêtises, je parle sous couvert de Fabienne aussi, je crois qu'on devrait être à 500 ou 508, quelque chose comme ça. Donc on est loin du compte. Dès qu'on peut, on essaie d'embellir sur ce sujet notre quota. Donc ce rapport-là et celui d'après, donc il faut qu'on les vote distinctement, mais bon, ce premier, le bien est situé 4 avenue Général Montsabert, donc c'est celui qui est en face du bar, qui a été rénové il y a quelques temps, ils l'ont fait sur fonds propres, Solia. Et donc là, on se porte, on va dire, garant à 50% du prêt réalisé par Solia Provence auprès de la Caisse des dépôts et des consignations. Voilà, donc c'est un prêt total de 78 438 €. Et donc on prend notre charge 50%, l'autre partie des 50% à la charge de la métropole. Voilà, ce rapport a reçu un avis favorable à l'unanimité de la commission finances qui s'est faite la semaine dernière. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Et du coup, exactement le même rapport, mais lui, c'est pour deux autres logements, situés place des Martyrs Charleroi, donc c'est la Poste, c'est les locaux de la Poste. Enfin, les locaux de la Poste, les locaux situés à la Poste, donc c'est au-dessus de la Poste, il y a deux logements. Donc là, pareil, on se porte caution à 50% de leur prêt. Donc c'est un prêt à hauteur de 80 380 €, et donc là, on se porte caution à hauteur de 40 690 €. Voilà, on va passer au dernier rapport de ce conseil municipal. Il s'agit de l'attribution de subventions aux associations et je donne la parole à Momo Berry. Alors, donc c'est une première répartition, c'est le versement des sommes qu'on attribue chaque année à l'OCCE. C'est pour les deux écoles, école élémentaire et école maternelle. C'est pour leur permettre de programmer et de faire des réservations pour toutes les activités qu'il va y avoir, classe de mer, sortie, classe verte. Enfin, il y a pas mal ils ont beaucoup de programmes, et donc on le vote comme chaque année en début au premier conseil municipal de l'année. Donc voilà, considérant que le dynamisme, je vous passe tous les décrets, c'est tout le temps pareil, considérant que le dynamisme de la vie associative sur notre commune est un moteur essentiel du vivre ensemble dans notre ville, considérant que chaque année la ville soutient l'action de nombreuses structures qui participent à l'attractivité et à l'animation de notre territoire, ces initiatives citoyennes concrétisent les valeurs de partage, de rencontre et de don. Pour aider les associations et les partenaires à mener à bien leurs activités et leurs projets, il y a lieu de leur allouer une subvention.
Considérant que le budget prévisionnel de 2023 sera voté lors du conseil municipal du 29 mars 2023 et afin de faciliter dès à présent leurs actions, il est proposé de valider ce jour les subventions attribuées aux OCCE, donc c'est associations reconnues d'utilité publique et agréées au titre des associations complémentaires de l'école par le ministère de l'Éducation nationale. Considérant qu'il y a lieu de leur attribuer une subvention comme indiqué dans la table ci-dessous, donc projet école maternelle 3 600 €, projet école élémentaire 12 200 € pour un montant de 15 800 €. Donc pour ces motifs, le conseil municipal est invité à attribuer ces subventions, comme je viens de les citer. Les crédits sont inscrits à l'article 65-74 du chapitre 11 du budget communal primitif, qui s'élève à la somme de 57 200 €. Le solde de 41 400 € pourra être réparti ultérieurement. Qui est pour? Voilà, écoutez, la séance de ce conseil municipal est terminée. Je vous donne rendez-vous. Pardon? Excusez-moi, hier, je vous ai envoyé une série de questions orales, donc à poser pour le conseil municipal. Donc je pose ces questions parce que je suis exclu de toutes les commissions municipales et je ne peux pas débattre donc, sur certains thèmes et avoir certaines informations. Donc je souhaiterais qu'on me donne les réponses à ce conseil municipal. Tout simplement, on vous donnera les réponses, mais vous n'êtes pas sans ignorer que cette instance est régie par un règlement intérieur et que le règlement intérieur prévoit la problématique de divers sujets, notamment les questions orales. Les questions orales, dans l'article 31 du règlement intérieur, doivent être posées dans certaines conditions, avec un délai. Je peux le lire si vous voulez. Voilà, avec un délai. Allez-y, lisez-le. C'est écrit, c'est tout simple, vous l'avez voté d'ailleurs. Il est écrit, les conseillers municipaux peuvent exposer à chaque séance du conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires et intérêts strictement communales. On rappelle l'article 21-21-19 du CGCT. Celles-ci devront faire l'objet d'une transmission écrite au maire. 3 jours francs avant la date retenue pour le conseil municipal. 3 jours francs avant la date retenue pour le conseil municipal. Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion du conseil municipal ultérieure. Voilà, si vous voulez rien. Application du règlement intérieur. Vous plaisantez là? Je plaisante pas. C'est un gag ou... C'est pas un gag, je lis le règlement intérieur. Vous relisez le règlement intérieur là? Bien sûr. Le règlement intérieur de quelle date? L'article 31. De quelle date? Du mois de juillet 2020, bien entendu. Vous avez oublié qu'entre-temps, le préfet vous a demandé de rectifier le règlement intérieur, qu'on a revoté le 10 décembre 2020, oui. Que l'article 31 est devenu l'article 30. Et qu'est-ce qui a marqué dans l'article 30 là, je crois que vous perdez la boule. Hein. Non, je ne perds pas la boule, vous inquiétez pas. Je l'ai là, je peux vous le donner. Hein. C'est l'article 30, questions orales. La seule contrainte, c'est de poser les questions par écrit 24 heures avant. Et il n'y a pas de nombre de questions minimales. Ouais, il est là. Je vous le donne. Écoutez, alors, je pense que dans la vérification qu'on a fait avec le service, parce que... Permettez-moi... Oui, accuser le service. Non, j'accuse personne, monsieur. Je ne suis pas d'autre, moi, je suis moi. Oui. D'accord? Je m'explique très clairement. Aujourd'hui, vous avez posé des questions il y a à peine 24 heures, enfin un peu plus de 24 heures. Voilà, vous avez posé 10 questions. On a la latitude de regarder le règlement intérieur. Effectivement, si on a fait une erreur que le règlement intérieur a été modifié, il me semblait que le règlement intérieur, quand il a été modifié le 20 août 2020, il avait été modifié que sur la partie des commissions, puisque effectivement il y avait des choses qui avaient évolué, qui avaient changé. On vérifiera, si c'est le cas, on répondra à vos questions par écrit, il n'y a pas de problème. Vous devez y répondre. On y répond, on a les réponses à toutes les questions. C'était juste... D'accord, mais là c'est de la plaisanterie. Là. Non, c'est pas de la plaisanterie. Et en plus ça fait rire personne. Quoi. Non, ça ne fait pas rire non plus. Ça fait rire personne. Je vous le dis clairement. Même qui écrivait... Non, je vous le dis clairement, on vérifiera. Si effectivement, monsieur Nania, vous me connaissez, je ne perds pas la boule. Je croyais vous connaître, oui. Moi aussi. Je croyais vous connaître. Mais quand je vois qu'aujourd'hui vous vous moquez
de moi en me disant vous n'avez qu'à lire un document que vous avez signé. Ben oui, parce que c'est fort de café quand même. On a regardé, j'avais... Que ce soit si monsieur, dame qui vient d'être à peine fraîchement élu fasse ce type d'erreur, mais vous quand même. Écoutez, si c'est une erreur, ne vous inquiétez pas, on vous répondra même par écrit à toutes les questions si vous voulez. Allez. Excusez-moi, je ne veux pas m'améliorer, mais des gens fraîchement élus, c'est quand même nous qui avons permis de faire retoquer le règlement intérieur à monsieur le maire. Hein. Merci monsieur Lannes. Allez. Voilà. Ben vous voyez, j'avais pas suivi. J'espère que cet échange sera écrit au PV. Il sera écrit, il sera synthétisé. De toute façon, il est filmé, il sera dans le débat. Écoutez, monsieur Lannes, vous avez posé des questions. Si effectivement le règlement rétoqué avait des observations... c'est pas effectivement... je vous dis effectivement, monsieur Lannes, on vous répondra, et même, je vous le dis, on vous répondra par écrit. On est gentil. On vous répondra par écrit à toutes les questions. C'est votre devoir. C'est pas très gentil d'être méchant. Non, mais je vous dis, on vous répondra par écrit. Voilà, normalement, un cadeau que vous devez faire. Voilà. Alors, ne soyez pas méchant comme ça. Mais je suis pas du tout méchant. Je suis étonné que vous vous moquiez du monde. Je ne me moque pas du monde. En me disant, vous l'avez signé, vous l'avez validé. Et oui, entre-temps, c'est votre choix, si ça a été intéressant. On va le vérifier, je vous le dis, tout le monde peut se tromper. On va le vérifier. Si effectivement, on le vérifiera. Moi, j'ai un extrait, malheureusement, l'extrait du 20 août 2020 faisait état des modifications. Voilà. Mais j'ai l'avant-dernier, voilà, j'étais en retard, c'est pas grave. Mais vous avez raison, s'il y a une erreur, il y a une erreur. Ne vous inquiétez pas, on vous répondra aux 10 questions. Je peux déjà vous répondre à une, il n'y a pas eu de travaux pour chez nous, les processionnaires. L'année dernière, je peux répondre à plein de questions. On a les réponses. Vous êtes vraiment pitoyable, je vous le dis. Oh là là. Bon, allez, écoutez. Mesdames et messieurs, le conseil est terminé. Merci de votre présence. Et rendez-vous au conseil municipal du 29 mars.